suite à une décision pluridisciplinaire, il va être évoqué l'idée de l'accueil de jour. Donc cette idée va lui être transmise, expliquée donc notamment par le gestionnaire de cas qui va essayer d'obtenir son adhésion pour une visite de préadmission. Donc cette visite de préadmission elle va être donc programmée directement avec l'accueil de jour et le gestionnaire de cas va accompagner donc cette personne directement pour faciliter l'adhésion et donc son acceptation. Donc je vous laisse présenter l'accueil du jour. Donc nous sommes deux à présenter l'accueil de jour, ma collègue et moi. Donc les objectifs de l'accueil de jour, c'est de rompre l'isolement en favorisant la socialisation, de stimuler, de maintenir les fonctions sensorielles, motrices et cognitives de la personne. Ensuite, de maintenir bien sûr l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne et de favoriser le maintien également en domicile. Ça, c'est du côté des accueillis. Du côté de la famille, ça va lui permettre du répit. Et puis, on va aussi proposer des conseils, des informations et puis également une écoute. Sur le plan administratif, le patient peut être orienté par aussi bien, dans le cas de Madame Oui mais non, ce sera la Maya, mais ça peut être aussi l'ESA, le CLIC, l'hôpital de jour, la consultation mémoire, ou bien le médecin traitant, voire le bouche à oreille. Ça fonctionne aussi. L'idéal, c'est que le patient vienne une première fois pour rencontrer la responsable de l'accueil de jour, pour visiter la structure, se familiariser avec les lieux. Et dans un deuxième temps, il rencontre le médecin coordonnateur qui valide l'inclusion à l'accueil de jour. Donc il y a un dossier administratif à remplir, donc avec une partie administrative à remplir par la famille et une partie médicale à faire remplir soit par le médecin traitant, soit par le gériatre ou le neurologue qui suit la personne. Une fois que le médecin coordonnateur a validé l'inclusion, on définit le jour qui semble le plus adapté, de façon à faire des groupes à peu près homogènes. Et on définit la fréquence aussi, est-ce qu'elle va venir une fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine. Donc ça, c'est fixé au départ, mais ça peut évoluer à tout moment. Et après, bon, ça c'est propre à chaque accueil de jour, mais certains proposent une demi-journée ou une journée d'essai pour voir si ça convient aussi bien pour le patient que pour l'équipe et les autres patients. Donc ensuite, pour venir à l'accueil de jour, il faut avoir plus de 60 ans. Alors c'est vrai qu'il existe aussi des accueils, on peut également accueillir des personnes de moins de 60 ans, mais c'est quand même plus rare parce que la population d'un accueil de jour est quand même une population de personnes âgées. Donc ça concerne des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Ce sont des troubles cognitifs qui sont légers à modérés. Et puis, il faut pouvoir être en groupe et aussi ne pas avoir de troubles psychiatriques ou du comportement qui va générer des problèmes vis-à-vis du groupe. Il y a une prise en charge possible par l'APA. Donc il faut le plus possible faire la demande avant l'entrée en accueil de jour. Donc constituer le dossier dès que la décision est prise, en tout cas d'aller en accueil de jour. Le montant de l'APA dépend du GIR, donc l'échelle de dépendance, et des revenus. Et le GIR est évalué par les professionnels de l'APA. Concernant les tarifs, donc il y a un tarif hébergement et ensuite auquel s'ajoute un tarif dépendance qui va varier selon le GIR de la personne. Au niveau des financements, donc on peut soit bénéficier de l'APA ou certaines fois certaines caisses de mutuelles ou de caisses de retraite également, ou pourquoi pas éventuellement certaines villes. Voilà. Par rapport à la durée de la prise en charge en accueil de jour, rien n'est définitivement fixé. Ça peut évoluer à tout moment, aussi bien dans la fréquence que le jour choisi. Donc on peut changer de jour, on peut augmenter la fréquence, on peut la diminuer.
Ça dépend de l'évolution de la maladie et des besoins de la personne. La plupart du temps, dans les accueils de jour, un transport est mis à la disposition des personnes. Soit les accueils de jour ont un chauffeur attitré, soit ils ont signé une convention avec une structure, ou alors ça peut être les proches qui peuvent également aussi les accompagner. De toutes les façons, il faut se rapprocher de l'accueil de jour pour savoir ce qu'il en est. Et une journée type, par exemple, donc les horaires sont propres à chaque accueil de jour, même si c'est globalement 9h, 10h le matin et 17, 18h le soir. Globalement, partout, on propose un accueil convivial autour d'une collation. Ensuite, c'est un atelier plutôt cognitif le matin, adapté en fonction des capacités de chaque patient. Après, c'est le déjeuner, en général tous ensemble, avec un temps calme à l'issue. L'après-midi, c'est plus un atelier moteur, sensoriel, une collation, et puis le départ vers 16, 17, 18 heures. On peut peut-être juste apporter une précision sur les accueils de jour du territoire, voilà, que vous voyez ici. Donc sur l'échelle de 5 communes, on a 5 accueils de jour. Donc, pour en revenir au cas pratique d'aujourd'hui, donc Madame, elle accepte d'aller à l'accueil de jour. Le mandataire va gérer donc toute la partie administrative et budgétaire donc pour ce faire. L'APA, donc, comme le disait Marie, participe à la prise en charge donc, de l'accueil donc, de jour et des transports. Donc, le premier mois se passe plutôt bien. La gestion de cas donc, fait un lien régulièrement avec l'accueil de jour pour savoir voilà, comment ça se passe au niveau de son implication et du déroulement. On peut également faire une réévaluation donc, à une journée supplémentaire. Et parallèlement, on reste donc toujours en contact avec les professionnels qui sont liés au domicile. On va organiser une réunion de concertation et on va s'apercevoir que au niveau du maintien, ça reste encore très fragile et donc la question d'établissement d'hébergement adapté va se poser. Donc on va vous présenter les différentes structures qui existent dans ce cadre-là. Donc un premier type d'établissement, ce sont les résidences autonomie. Donc les résidences autonomie qui ont été instaurées par la loi ASV de décembre 2015 sont destinées à remplacer progressivement les foyers logements tels qu'on les connaît depuis maintenant une quarantaine d'années. Donc, ce sont des établissements médico-sociaux qui ont pour particularité de permettre à leurs résidents de conserver une grande indépendance dans leurs choix et dans leur rythme de vie. Par exemple, choix des absences, choix de partir en vacances, choix de sortir et de rentrer comme ils le souhaitent, de pratiquer les loisirs qu'ils souhaitent aussi, mais aussi choix des intervenants à domicile, médecins, infirmières ou aides diverses. Pour pouvoir bénéficier de cette appellation, les établissements donc, qui sont aujourd'hui, qui étaient des foyers logements, devront répondre au plus tard en 2021 à un certain nombre de critères que nous allons énumérer. Donc, les résidences autonomie sont conçues pour accueillir dans un logement privatif des personnes âgées autonomes. Autour de cet hébergement, la loi ASV impose un socle de prestations minimales, donc telles que des prestations d'administration générale, la mise à disposition et l'entretien de locaux collectifs, l'accès à une offre d'action collective et individuelle de prévention de la perte d'autonomie, un accès à un service de restauration par tout moyen, un accès à un service de blanchisserie, accès aux moyens de communication, y compris Internet, accès à un dispositif de sécurité, donc apportant aux résidents 24 heures sur 24 une assistance, et donc permettant aux résidents de se signaler, et des prestations d'animation de la vie sociale. À qui s'adressent ces structures ? Par rapport à Madame Niwininon, on va être quand même un petit peu loin, parce qu'une résidence autonomie, dans le mot résidence autonomie, il y a autonome. Donc ça veut dire que la personne âgée a obligatoirement plus de 60 ans.
elle va décider, c'est un nouveau choix de vie pour elle, c'est un projet de vie. Elle doit être donc autonome et elle va rester indépendante. En fait, la plupart du temps, lorsque les résidents choisissent de gagner une résidence autonomie, c'est pour des raisons matérielles, parce que la gestion de l'appartement, la gestion du pavillon devient lourde, c'est compliqué. Donc les personnes seules ou en couple ont envie de sécurité et de tranquillité. Et puis elles y viennent aussi souvent pour avoir une vie sociale qu'elles avaient peut-être un peu perdue. Elles ont envie d'être au niveau d'une structure qui leur permet mais qui ne leur impose rien. Donc ils peuvent bénéficier de prestations hôtelières, ils peuvent bénéficier de prestations d'animation, de sorties. En fait, ils vivent de façon indépendante, mais au milieu d'une structure qui leur apporte sécurité et animation. Dans nos résidences, donc âgées de plus de 60 ans, une obligation, GIR 6 ou 5. Si on veut rester autonome, il faut en avoir la capacité. Une visite d'établissement, obligatoirement aussi un dossier médical, puisqu'un médecin coordinateur doit donner son aval. La personne doit être bien sûr autonome, et elle doit rester autonome. Si quelquefois elle avait, pour des raisons X ou Y, au bout de 6 mois, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, du GIR 5-6, elle est en GIR 3-4, elle ne pourra pas rester dans une résidence autonomie, puisque la structure elle-même n'est pas une structure médicale ou médicalisée. Donc, comme le disait Sophie, en fait, la durée de prise en charge des résidents est très variable. Et cette durée de prise en charge dépend principalement de l'état de santé de chaque résident et de la possibilité ou non de gérer la perte d'autonomie au domicile. Donc la loi SV donne la possibilité aux établissements d'héberger des résidents en GIR 1 et 2 dans la limite de 10% des effectifs. Donc le passage en EHPAD n'est pas systématique dans la mesure où le maintien à domicile peut être organisé efficacement et où la sécurité physique et psychologique du résident est assurée. Je crois qu'on est... On est tous les directeurs d'établissements, de ce type d'établissement sont d'accord pour dire que la sécurité est la notion de limite, de maintien dans les lieux de nos résidents. Dans les cas où le maintien à domicile n'est pas possible, le rôle de la résidence autonomie, c'est aussi d'accompagner donc les résidents et les familles dans la recherche et dans le choix d'établissements médicalisés. Et donc, c'est aussi d'accompagner le passage à un mode de vie, le passage du résident à un mode de vie différent. Voilà, donc pour le financement. Le financement, c'est relativement simple. C'est un contrat de séjour, c'est un bail. La personne est complètement, encore une fois, autonome et indépendante. Elle doit s'assurer. Et ce qui est facturé en plus du bail, c'est-à-dire du loyer, ce sont les prestations qu'elle va, encore une fois, choisir. Ça peut être des prestations hôtelières, des prestations d'animation, des prestations de lingerie, des prestations de ménage, d'entretien ou on va dire des petits travaux de maintenance. Mais c'est quand même relativement très, très, très simple. Et si la personne souhaite quitter la résidence autonomie, elle donne son congé et on fait fin à un bail tout simplement. Voilà. Et pour finir, nous souhaitions faire une petite mise au point parce que la confusion entre résidence autonomie et résidence service est de plus en plus fréquente. Et si la différence en fait entre les deux types d'établissements ne repose pas essentiellement sur le contenu de l'offre, qui, c'est vrai, est assez similaire, donc logement privé autonome, espace collectif, service, cette différence s'appuie plus sur la nature et sur la finalité de chaque type de structure. L'une, souvent gérée par le secteur public ou associatif, répond à un
besoin d'accompagnement social, alors que l'autre, issu du secteur commercial, satisfait plus souvent une demande de prestation de services. Voilà. Bien, nous allons maintenant vous présenter les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Nous sommes 2 à le présenter. Moi, directrice d'un établissement recevant des personnes en perte d'autonomie ou en situation de dépendance dont le maintien à domicile est critique, avec une unité recevant des personnes qu'on appelle unité protégée. Et Marie? Moi, c'est Margot, donc je suis infirmière coordinatrice dans un EHPAD à Courbevoie. Donc c'est un EHPAD spécialisé Alzheimer, donc qui accueille uniquement des personnes démentes. On va revenir sur le circuit de Madame. Oui, mais non. Oui, mais non. L'accueil de jour a fonctionné un temps et puis elle a été réévaluée. Et elle n'a pas pu rentrer en foyer logement puisque c'était un GIR 3. Et donc, elle va rentrer dans le cadre de l'EHPAD. Qu'est-ce que c'est qu'un EHPAD? C'est un lieu de vie. Alors, comme les résidences-services, c'est un lieu de vie. On a aussi un contrat qu'on peut rompre, et depuis la loi santé de décembre 2015, on peut le rompre le premier mois dans les 15 jours sans explication. Ensuite, il y a un préavis d'1 mois. On est au domicile. On peut en effet choisir son lieu de vie quand c'est possible. On peut en effet sortir, on peut partir en vacances, on doit choisir son médecin traitant et les intervenants extérieurs en dehors de ceux qui travaillent dans l'EHPAD. Comment se passe l'entrée en EHPAD? Il y a toujours ce qu'on appelle une visite. Dans un premier temps, on va rencontrer la famille, le résident quand c'est possible. On s'arrange pour que ce soit possible. Si on ne peut pas le voir sur l'établissement, on va le rencontrer au SSR ou dans l'unité de gériatrie. On va lui présenter la charte des droits du résident accueilli. Ensuite, il y a un dossier de candidature, un dossier administratif et un dossier médical qui est le même pour tous les EHPAD, de manière à éviter aux familles et aux résidents d'avoir plusieurs dossiers administratifs et pouvoir avoir le choix de visiter plusieurs établissements et de choisir celui qui convient le mieux à son budget, mais aussi à son histoire de vie. L'EHPAD, c'est un hébergement qui est médicalisé. La population cible, ce sont des personnes de plus de 60 ans. Il existe une demande de dérogation pour celles de moins de 60 ans. Ce sont des personnes qui sont en perte d'autonomie ou en situation de dépendance et dont le maintien à domicile est difficile. Elles peuvent être atteintes de la maladie d'Alzheimer, de troubles cognitifs, de démence, ayant besoin de soins médicaux et ou de consultations médicales et d'aide dans les actes de la vie quotidienne. Durée de prise en charge, on parle bien du lieu de vie de la personne. Le financement, il y a 3 tarifs. Le tarif d'hébergement à la charge du résident qui prend en charge les frais liés à la chambre, à l'hôtellerie, à la restauration et aux animations. Le tarif dépendance qui peut être en partie pris en charge par le conseil départemental en fonction du degré d'autonomie du résident. Ce tarif comprend les prestations d'aide, de surveillance et les protections pour l'incontinence. Et le tarif soins versé par l'assurance maladie à l'établissement, il correspond aux prestations médico-techniques. Les prestations médico-techniques, quand on parle d'établissements pour personnes âgées dépendantes médicalisées,
nous avons dans nos établissements des médecins coordonnateurs, des gériatres, des psychologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciennes, nous avons des kinésithérapeutes, nous avons des orthophonistes, des infirmières diplômées d'État, des aides-soignantes diplômées d'État, des aides médico-psychologiques et des auxiliaires de vie qui s'occupent des actes de la vie quotidienne et de l'entretien du lieu de vie. Voilà. Nous avons des missions spécifiques dans nos établissements. Donc, qui sont l'hébergement temporaire, le PASA, les unités protégées ou unités grands dépendants. Et donc, il existe également des établissements spécialisés Alzheimer où, au lieu d'avoir une seule petite unité protégée, c'est tout l'établissement qui accueille que des personnes démentes. Donc du coup, vous voyez un petit peu la cartographie avec les différents EHPAD qui peuvent se trouver sur notre territoire. Et on a encore un petit travail à faire pour vous donner de la lisibilité sur toutes les spécificités en termes, justement, lesquelles ont des unités protégées, unités temporaires, etc. etc. L'autre chose qu'il faut peut-être signaler quand même, c'est tout à l'heure vous avez dit, Madame Assouline, que effectivement la personne payait son hébergement. Oui, c'est vrai dans les hébergements privés. Pour autant, il y a des gens qui n'ont pas les financements pour payer une EHPAD. C'est pas pour autant qu'ils peuvent pas aller en EHPAD. À ce moment-là, il faut faire une demande de prestations complémentaires auprès du département, donc une aide sociale qui est récupérée sur héritage, là par contre, contrairement à l'APA qui n'est pas récupérée sur héritage, mais ça permet néanmoins à tout le monde de pouvoir entrer en institution, même s'il n'a pas les ressources suffisantes. Mais certaines EHPAD n'ont pas de place à l'hébergement avec cette aide sociale. Alors le long séjour, c'est, je dirais, une EHPAD dans sa manière de fonctionner. Pour autant, il y a une grosse différence entre l'EHPAD et le long séjour, qui est la présence permanente d'un médecin traitant et prescripteur, qui est en même temps le médecin coordonnateur, donc un seul médecin qui fait l'ensemble de la prise en charge. Et ça s'adresse plutôt à des patients qui ont une instabilité médicale et des nécessités d'avoir des réajustements de traitement réguliers et fréquents. Alors, la plupart de ces patients sont soit des patients avec des pathologies organiques lourdes, ça peut être des cancers évolutifs, ça peut être des problèmes cardiaques, respiratoires, des problèmes de maladies chroniques lourdes qui nécessitent une observance médicale importante, et puis quelquefois aussi des troubles du comportement très dérangeants ou très perturbants pour l'environnement qui effectivement nécessitent là aussi des réajustements thérapeutiques très fréquents et une prise en charge souvent complexe qui est difficile à assurer par des médecins traitants de ville qui ne sont pas forcément très disponibles, et donc c'est plutôt pour ces patients-là que sont réservés les longs séjours. C'est vrai que comme toutes les structures, la dépendance rentre en ligne de compte, mais dans les longs séjours, normalement, on ne prend que des gens qui ont un GIR 1 ou 2. On évite actuellement de plus en plus de prendre des GIR 3, 4 et plutôt de les orienter vers des EHPAD. Et dans les longs séjours, effectivement, il y a une présence médicale permanente sur la journée et même de nuit, c'est-à-dire qu'on a une astreinte de nuit qui intervient dans l'établissement s'il y a un souci la nuit, et d'autre part, il y a une infirmière 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas dans les EHPAD, où il y a une infirmière dans la journée et pas d'infirmière la nuit. Donc c'est effectivement une des grosses différences d'un long séjour par rapport aux EHPAD. Le mode de financement est le même que dans les EHPAD, les animations, les activités proposées peuvent être les mêmes que dans une EHPAD, mais par contre, ça s'adresse à des patients en général plus lourdement médicalement dépendants et problématiques par rapport aux patients d'une EHPAD. Donc, par exemple, un patient qui fait des allers-retours en permanence d'une EHPAD vers l'hôpital peut à un moment relever d'une prise en charge en long séjour, parce qu'en long séjour, à contrario, si le patient est malade, c'est le médecin qui va se déplacer pour le prendre en charge dans l'établissement, et ce n'est pas le malade qu'on va déplacer vers les urgences. Pour vous donner une ordre d'idée, sur le long séjour de Puteaux, il y a eu un transfert aux urgences cette année, sur toute l'année, pour une fracture, mais c'est tout. Donc il y a un outil en ce moment qui est en train de se déployer, justement, dont l'objectif est vraiment de favoriser l'entrée en établissement, et donc qui va vous être présenté par une petite vidéo. Découvrez Via Trajectoire, site internet sécurisé d'orientation de la personne âgée dans le secteur sanitaire et médico-social. Colette, 87 ans, vit seule à son domicile de Cergy. Son fils Jean, qui s'occupe d'elle tous les après-midi, doit reprendre une activité professionnelle. Colette et Jean se rendent au point d'information local dédié à la personne âgée. Karim, travailleur social, recommande à Colette de mettre en place un accueil de jour.
Karim propose à Colette et Jean de faciliter leur démarche en faisant leur demande sur le site Via Trajectoire et les guides pour initier la demande. Colette et Jean se connectent sur le site grand public de Via Trajectoire afin de compléter les informations administratives du dossier. Ils renseignent le nom de Juliana, le médecin traitant de Colette, qui aura alors accès au dossier. La semaine suivante, lors de la consultation de Colette, Juliana complète les informations médicales. De retour chez elle, Colette et Jean envoient le dossier directement en ligne aux accueils de jour qu'ils ont sélectionnés. Les accueils de jour sont alertés en temps réel et répondent sur Via Trajectoire. Quelques jours plus tard, Colette intègre un accueil de jour 3 fois par semaine. Suite à une chute, Colette a été hospitalisée et a besoin d'une rééducation. L'équipe de soins utilise Via Trajectoire pour orienter Colette en soins de suite et de réadaptation SSR. Colette ne se sent plus apte à vivre seule chez elle. Avec l'accord de Colette et de Jean, l'équipe de soins reprend le dossier Via Trajectoire et le met à jour. Grâce au moteur de recherche multicritères, Colette, Jean et l'équipe de soins sélectionnent les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD correspondant aux besoins de Colette et proches du domicile de Jean. Juliana, son médecin traitant, peut également suivre les démarches effectuées sur Via Trajectoire. Mathieu, directeur d'EHPAD, reçoit le dossier sur son tableau de bord Via Trajectoire pour l'étudier avec le médecin coordonnateur. Lors de la visite de l'établissement, Colette s'y sent en confiance. Mathieu propose une date d'admission sur Via Trajectoire. Colette et Jean acceptent l'admission. Les autres EHPAD contactés sont immédiatement informés que la demande de Colette est annulée. À toutes les étapes du parcours, Via Trajectoire accompagne Colette et Jean dans leur démarche et permet à tous les professionnels intervenant auprès d'eux de se coordonner. Via Trajectoire, votre service public d'orientation interrégional pour les usagers et les professionnels. Via Trajectoire est un programme ARS Île-de-France porté par le GCS Cézanne. Patients ou professionnels de santé, les solutions Cézanne facilitent la prise en charge des patients à l'aide d'outils numériques ciblés, performants et sécurisés. Écoutez, donc, est-ce qu'on a un petit temps de questions de réponse avant de conclure la journée? Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Non, blague mise à part, Trajectoire, c'est plutôt un bon outil parce que ça permet effectivement d'avoir une seule demande qui est faite et qui peut être envoyée à plusieurs partenaires. Donc, que ce soit sur les demandes de SSR, d'accueil de jour ou d'EHPAD, je pense que ça facilite quand même les démarches. Et c'est vrai qu'actuellement, nos patients âgés ne sont pas tous informatisés, loin de là. Mais malgré tout, pour les professionnels, ça aide quand même pas mal parce que ça évite de refaire des dossiers à l'infini comme on avait l'habitude de les faire quand ils étaient papier. J'ai une question par rapport aux EHPAD. En fait, vous avez cité beaucoup de professionnels différents, tous pluridisciplinaires, et j'ai posé la question de quels sont les professionnels à minima qu'on peut trouver dans tous les EHPAD, parce que j'imagine que parmi tous les EHPAD qu'il y a, ils sont tous différents, ils proposent tous des professionnels différents. Est-ce qu'il y en a qui sont toujours présents? Par exemple, à un mi-temps psychologue ou à mi-temps psychomotricienne? Alors, chaque EHPAD signe une convention avec l'ARS et dans cette convention détermine les différents métiers et les différentes fonctions. Néanmoins, à minima, dans une EHPAD, il y a un médecin coordonnateur avec un temps de travail en fonction du nombre de résidents, une infirmière coordinatrice, des infirmières et du personnel de soins, aide-soignante, auxiliaire de vie, voilà. Après, psychologue, ergothérapeute, psychomotricienne, kiné, c'est en fonction de la signature de la convention qui a été établie. Alors qui est réévaluée tous les 5 ans. Pour connaître beaucoup d'EHPAD, dans pratiquement toutes les EHPAD, actuellement, il y a des psychologues, à temps partiel au moins. Et dans la plupart des EHPAD, il y a des kinés qui interviennent, car la plupart des kinés qui interviennent en EHPAD sont des libéraux. Et donc, il y a des conventions entre l'EHPAD et des kinés libéraux, souvent pour des interventions dans toutes les EHPAD. Donc ça, c'est deux professions qui interviennent pratiquement dans toutes les EHPAD. Après, tout ce qui est kiné, psychomote, ergo, etc., c'est beaucoup plus aléatoire, on va dire. Il y a également souvent des animateurs dans les EHPAD.
Donc on est en train de travailler justement avec le département et Madame Sekaredi qui était là tout à l'heure, où on a commencé à écrire grâce à Clovis une procédure pour justement modifier un petit peu les choses et que la procédure soit beaucoup plus claire et beaucoup plus simple pour qu'elle soit réaliste. On peut pas... Enfin, les EHPAD ou le long séjour ont la même problématique. On ne peut pas accepter quelqu'un si on n'est pas sûr qu'il puisse financer d'une manière ou d'une autre l'établissement. Parce que sinon, c'est une dette pour l'établissement. Donc, à un moment, voilà. Et une fois que la personne est rentrée, on n'a pas la possibilité de la faire ressortir puisqu'elle est dépendante et médicalement requérante. Donc, on ne pourra pas la faire sortir. Donc, effectivement, on se retrouve dans un no man's land. Donc là, il y a une procédure qui est en cours de rédaction qui devrait se finaliser à la fin du mois. On a une réunion là, à la fin du mois pour la finaliser. Et ensuite, on vous la diffusera pour que ce soit beaucoup plus clair. L'idée, en gros, c'est qu'effectivement, on puisse s'engager, nous, à prendre la personne à partir du moment où le département aura défini le financement, l'aide financière, mais nous, on se sera engagé à prendre la personne. Comme ça, ils savent qu'elle va venir chez nous, mais effectivement, on attendra qu'ils aient pris la décision de financement pour l'accueillir définitivement. Et ça devrait se résoudre. Il me semble aussi qu'il y a sur le site internet du département, il y a un module qui est en cours de finalisation, qui permettra aussi de mieux visualiser finalement le reste à charge pour la personne. Donc, ce qui permettra aussi, voilà, d'être un peu plus clair. Voilà, enfin, on peut peut-être avoir des réponses très précises, même en donnant le micro à Madame Straeli. Oui, merci. Donc, de nouveau, Sarah Strelli, je suis responsable de l'aide sociale aux personnes âgées et handicapées. Donc, juste pour rappeler, effectivement, le calcul de l'aide sociale, normalement, ne peut se faire que quand on connaît le coût de l'établissement, parce que c'est vraiment la différence entre le coût d'un établissement, les ressources de la personne âgée et l'aide que peuvent lui apporter ses obligés alimentaires. Néanmoins, on a bien conscience que dans certaines situations, ça peut être compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a un travail en cours, comme vous l'ont dit effectivement les collègues. Et sur le site internet du département, on va avoir effectivement un module sur lequel la personne âgée et ses obligés alimentaires vont pouvoir calculer en fait combien on va leur demander dans le cadre de l'aide sociale à l'hébergement, parce que schématiquement la personne doit contribuer à hauteur de 90% de ses ressources à l'aide sociale, et souvent le blocage c'est les obligés alimentaires quand la personne a des enfants, parce qu'en fait, quand les personnes n'ont pas d'enfants, en général, il n'y a pas de souci. Les établissements savent si la personne est en capacité de financer ou pas, mais la question se pose vraiment quand il y a des obligés alimentaires qui ne sont pas forcément coopératifs. Et du coup, pour les établissements, c'est vrai que ça peut être une inquiétude de savoir s'il va y avoir un refus ou pas d'aide sociale. Et du coup, les obligés alimentaires, la personne âgée, en accord aussi avec ses enfants, pourront calculer en ligne sur le site du département le montant d'obligations alimentaires qui leur serait demandé au vu du barème départemental. Voilà, donc on espère mettre ça en ligne très très prochainement. On est en attente de notre direction informatique. Bonjour, profitez de Madame responsable de l'aide sociale pour qu'on nous reprécise un petit peu l'incidence pour une personne qui est en EHPAD à l'aide sociale à l'hébergement, qui se trouve hospitalisée pendant une période un petit peu longue par rapport justement à l'interruption possible de l'aide sociale s'il est hospitalisé, je crois, plus de 60 jours consécutifs. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui m'a été spécifié par un établissement. Oui, donc là, je vous invite vraiment à consulter le règlement départemental d'aide sociale qui est aussi en ligne sur le site internet du département, parce que c'est vraiment la référence par rapport à toutes ces questions un petit peu techniques, pratiques. Mais effectivement, le règlement prévoit que l'aide sociale continue à prendre en charge les frais de l'EHPAD pendant 60 jours d'hospitalisation. Et au-delà, l'idée, c'est que la personne, elle va peut-être nécessiter une réorientation. Mais néanmoins, si elle avait vocation à retourner dans son EHPAD et qu'elle n'a pas les financements nécessaires pour régler cette période, il faut faire une demande de dérogation au département. Je dirais que la bonne question pour cette patiente-là, si elle est restée 60 jours à l'hôpital, c'est de savoir si elle ne relève pas d'un long séjour plutôt que d'une EHPAD. Juste une précision, là, ce n'est pas une question. Si on revient sur le cas de Madame Oui mais non, donc formidable, vous avez réussi à persuader Madame d'intégrer un EHPAD. Ça ne se passe pas toujours aussi bien. Et parfois, on est face, et c'est les cas qui nous posent le plus de problèmes, et bien sûr, dans les gestions de cas aussi, d'une personne qui, bien sûr, nécessite de rentrer en EHPAD, mais qui ne veut pas, et qui ne veut absolument pas, quitter son domicile.
Là, j'aborde le sujet parce qu'on se dit, mais quand même, protection juridique, le tuteur, il a droit de signer à la place d'eux. Oui, mais le mandataire judiciaire, même s'il est judiciaire, il ne va pas débarquer chez la personne avec 2 policiers pour dire eh, maintenant, il faut aller en EHPAD. Il n'a pas l'autorité de police. Faut pas, voilà. Donc souvent effectivement, les gens s'étonnent qu'on puisse laisser une personne effectivement qui aurait autant besoin d'intégrer un EHPAD et qui ne l'est pas. Voilà, c'est plus compliqué que ça. La loi prévoit bien que la personne garde sa décision concernant son logement. Il faut vraiment, mais là du coup on tombe dans le droit commun, il faut vraiment que le diagnostic vital de la personne soit engagé, mais là du coup c'est le droit commun, ce serait une hospitalisation sous contrainte ou autre, ou une hospitalisation parce que la personne est vraiment en danger, qu'on a appelé les pompiers, etc., etc. Mais voilà, mais en tous les cas, malheureusement, dans certains cas, on va être obligé d'attendre cette extrémité. C'est désolant, mais voilà, c'est le droit, c'est le respect de la volonté de la personne pour pouvoir effectivement l'intégrer dans un EHPAD. Voilà, mais ça, je pense qu'effectivement, dans ces situations-là, ce qui est important, c'est d'avoir une réunion collégiale à plusieurs pour prendre cette décision et se dire oui, on ne peut rien faire, on est obligé de la laisser à domicile malgré les risques qu'elle prend, et chacun a le droit de prendre des risques dans la vie. Tant qu'on est jeune, on a le droit de prendre des risques, et quand on est vieux, d'un seul coup, on n'a plus le droit de prendre de risques. On ne sait pas très bien pourquoi. Mais c'est vrai que, oui, si on a pris une décision collégiale, c'est toujours beaucoup plus facile d'assumer ça que de prendre une décision seule. Et je pense que la grosse difficulté actuellement, et c'est bien pour ça que les Mayas ont été créés, c'est bien pour ça que les réunions de cas ont été créées, c'est justement pour pouvoir avoir des décisions collégiales, que chaque professionnel se repositionne à sa bonne place, et puis qu'après, collectivement, on dise oui, on a fait le maximum, on ne peut pas faire plus, on respecte ce que veut la personne, et puis on sait qu'on attend la situation de crise qui sera quelquefois grave, quelquefois finale, et quelquefois la personne mourra chez elle, seule, oui, mais c'est aussi son choix. Vous avez raison, on n'est pas toujours dans des situations simples ni idéales. C'est en ça où la visite de préadmission, la rencontre, la connaissance de ses droits, la contractualisation, la visite de préadmission avec le gériatre, la rencontre avec, en fonction de son projet, de peut-être un projet de resocialisation. C'est pour ça qu'elle va rencontrer l'ensemble des acteurs qui constituent l'équipe de l'EHPAD. C'est vrai qu'on a des visites qui n'aboutissent pas. En tous les cas, ils nous ont rencontrés. Ils ont la possibilité de venir déjeuner sur l'établissement. Ils ont la possibilité de revenir avec leur famille, de revenir seuls. L'entrée en institution ne se fait jamais d'une manière contrainte, même si en effet le maintien au domicile est un risque pour la personne et aussi souvent pour l'aidant qui peut être son conjoint qui est en grosse difficulté. Mais c'est vrai que l'entrée en institution et la période de visite et d'accueil est un enjeu majeur. Alors, je précise aussi qu'on peut demander aux médecins experts agréés de faire un certificat médical de non-retour au domicile. Et d'ailleurs, quelquefois, pour la première visite du médecin expert pour une demande de protection juridique, si on sent que le maintien au domicile va être dangereux, on peut demander au médecin expert de mettre dans son certificat que le maintien à domicile n'est pas possible. Alors, quand on a ce certificat, on peut faire une requête au juge pour demander l'admission ou l'entrée dans un établissement. Le problème, c'est que quand on arrive avec la personne, elle, à la visite de préadmission, elle va dire qu'elle ne veut pas rentrer. Et bien souvent, c'est le directeur de l'établissement en question qui va être réticent pour l'accepter, même s'il y a une décision et un jugement du juge des tutelles. Donc voilà, ça ne résout pas tout, mais quelquefois, ça peut aider. Le juge ne peut pas imposer au directeur d'EHPAD, à un EHPAD, de recevoir une personne. Ce n'est pas un lieu de placement sous contrainte. Il y en a quelques-uns. L'hôpital peut en être un, je crois. Je ne suis même pas sûr. L'hôpital psychiatrique, probablement. Non, c'est que les unités fermées d'hôpitaux psychiatriques qui ont la possibilité en France de maintenir les gens sous contrainte. Même si, de facto, dans la plupart des EHPAD et dans les unités Alzheimer, on maintient les gens sous contrainte avec des systèmes de sécurité qui les empêchent de sortir.
Mais voilà, Après, c'est les limites de la loi et de la manière d'appliquer les choses. Mais c'est vrai que dans la plupart des établissements qui ont des unités Alzheimer fermées, oui, de facto, les gens n'en sortent pas vraiment. Après, vous avez pas mal d'outils, disons, à notre disposition. Il n'y a pas de formule miracle, mais voilà, à partir du moment où on connaît bien la situation de la personne, bien les partenariats, parfois par une approche, je sais pas, d'entrée temporaire en établissement, suite à une hospitalisation, comme je disais tout à l'heure, la personne a manifesté quand même des aspects positifs dans son adaptation de la vie en collectivité. Voilà, on arrive par un essai à le transformer et à favoriser une situation, une entrée en établissement, là où dans d'autres situations, ça ne fonctionne pas et on se retrouve de nouveau à domicile. Voilà, à gérer les difficultés au quotidien. C'est vrai que dans la plupart des cas de maladies cognitives, il faut bien faire la différence entre le discours et le comportement. Souvent, le comportement, le patient se plaît en institution et finalement, il s'adapte assez facilement en institution. On le voit dans nos hôpitaux régulièrement, c'est-à-dire la personne, elle est en moyen séjour et on a eu un cas il n'y a pas très longtemps, nous, sur notre moyen séjour, on avait un monsieur qui s'était très bien adapté chez nous, qui était parfait chez nous et on s'est dit, il va rentrer à domicile, le tuteur avait été nommé, on a fait un retour à domicile, il est revenu au bout de 15 jours et ça se passait très mal à domicile. Et effectivement, il disait, je ne veux pas aller en EHPAD. Mais en même temps, il était bien en institution. Et donc, il arrivait à vivre indépendant ou quasiment indépendant en institution. Et à domicile, c'était une véritable catastrophe. Donc, effectivement, je pense qu'il y a, dans le discours du patient dément, à bien entendre son incapacité à se reconnaître malade. Et c'est vrai que la nosognosie est un gros problème parce que ce n'est pas du tout décrit dans la loi. Et on se retrouve effectivement avec quelqu'un qui ne se rend pas compte de son état et qui ne se rend pas compte de ses problèmes. Et un comportement qui est souvent à l'antipode de ce que disent des gens. Je veux rentrer chez moi, mais en même temps, je n'essaye pas de fuir de l'hôpital. Il y a des gens qui fuguent, effectivement, et ceux-là, effectivement, je pense qu'il faut les faire rentrer. Par contre, il y a des gens qui fuguent absolument pas, qui disent « je veux rentrer chez moi » et qui, finalement, vont à la soupe, vont vivre normalement dans l'EHPAD en étant plutôt contents et en rigolant avec le voisin d'à côté. Donc, effectivement, ce qui est compliqué, c'est de tenir compte du discours tout en tenant compte du comportement aussi. Alors l'HAD, dans le cas d'une patiente comme la patiente dont on a parlé aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué l'HAD parce que l'HAD, ça s'adresse à des pathologies organiques lourdes qui vont nécessiter des soins techniques lourds. Donc effectivement, dans le cas qu'on avait pris, on ne peut pas prendre tous les cas, mais c'est vrai que l'HAD va s'adresser à des patients qui ont des problèmes organiques qui nécessitent une technicité, de la chimiothérapie, des soins d'escar, des choses lourdes. Et effectivement, dans le cas des troubles cognitifs, c'est très rare que l'HAD rentre en ligne de compte parce qu'effectivement, il n'y a pas d'HAD psychiatrique ou gériatrique adapté aux troubles du comportement à domicile. Donc effectivement, l'HAD, dans le cas clinique qu'on a pris, n'était pas une option. Malgré tout, dans un certain nombre de choses techniques, effectivement, il faut penser à l'HAD. Mais l'HAD, en général, elle va être transitoire avec un relais derrière, soit par un SIAD renforcé, soit par un SIAD en fonction des problématiques. Mais ça peut être une bonne alternative à des hospitalisations longues, entre autres. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dispositifs sur notre territoire. On aurait pu aussi parler, dans notre cas, du réseau de santé. On aurait pu parler du dispositif CESA de EHPAD à domicile qui se met en place sur le territoire. Il y a vraiment énormément de ressources. Et voilà, on va dire que c'est quelque chose qui est passionnant, mais on aurait pu mettre beaucoup de choses. Donc je vais très rapidement conclure la journée, déjà en vous remerciant, parce que c'est vraiment toujours très intéressant d'échanger avec vous. Et merci à tous les intervenants qui, en plus de se mobiliser aujourd'hui, ont mobilisé beaucoup d'énergie dans la préparation. Donc je vais essayer de conclure une journée en 2 phrases, ce qui n'est pas forcément évident, mais donc on est assez d'accord, je pense, pour se dire que face à une situation complexe, face à une situation de refus, il n'y a pas de solution miracle. On a bien retenu qu'il fallait analyser chaque situation, réagir du coup en fonction de la personne qu'on a en face de soi, favoriser un maximum le travail pluridisciplinaire, et puis que dans le parcours d'accompagnement de madame, finalement, qui s'est étalé, on a vu à peu près sur 2-3 ans, voilà, il y a beaucoup de phases où, que ce soit par des réunions ou des actions communes, on a vraiment une équipe de prise en charge, et c'est un petit peu aussi ce que Mme Strelly nous expliquait tout à l'heure dans tout ce qui va être l'échange d'informations, c'est-à-dire que parfois on est considéré même légalement comme une équipe de prise en charge. Donc voilà, on est autour d'une notion de co-responsabilité qui se développe sur des accompagnements, comme d'ailleurs dans les actions qu'on essaye de développer
dans le cadre des projets comme aujourd'hui. Et chaque étape a du sens quand elle est prise au bon moment et en fonction de la situation. Et on en a vu qu'il y en a qui sont quand même plus déterminantes que d'autres. On pense notamment poser un diagnostic. On pourrait en énumérer beaucoup, hein, une entrée en établissement, déclencher une mesure de protection juridique au bon moment, plutôt que d'attendre que la situation soit vraiment dégradée. Et puis, donc pour essayer d'ouvrir un petit peu sur les projets futurs, si vous voulez, donc voilà, on voit que c'est important de connaître les ressources, de promouvoir les bonnes pratiques et pour essayer de comprendre un petit peu les blocages, d'adapter sa posture et de limiter les ruptures dites évitables. Donc pour cela, l'équipe qui s'est mobilisée aujourd'hui, on a essayé de mettre en avant aussi une notion d'équipe relais, c'est-à-dire de se dire que si à l'occasion de la journée, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes présentes, mais qu'on n'a peut-être pas suffisamment d'équipes qui sont sur le terrain. Je pense aux auxiliaires de vie, aides-soignantes, infirmières, libéraux, que voilà, s'il y a besoin peut-être de pouvoir réadapter ce format pour toucher d'autres publics, vous pouvez, en me sollicitant par mail, nous faire des demandes et on verra comment y répondre pour intervenir dans des réunions d'équipe, adapter des formats du soir pour les libéraux. On verra ce qu'on peut faire. Et puis en 2018, on va essayer de proposer des formations donc autour des outils qui se mettent en place, du référentiel de mission, puisqu'aujourd'hui, on a un site internet qui va arriver en fin d'année, qui sera vraiment un portail pour découvrir les actualités du territoire, accéder à certains outils comme le formulaire d'analyse du multidimensionnel dont je vous parlais rapidement, l'annuaire qui vous a été présenté en vidéo via Trajectoire, et un autre module qu'on n'a pas présenté mais qui s'appelle LISA et qui est vraiment pas mal, hein, pour favoriser la coordination autour des situations. Et puis on a des groupes de travail en cours, je vous l'ai redit, hein, sur le référentiel des missions. Et n'hésitez pas, hein, l'intérêt c'est de le travailler avec vous pour que demain ça apporte des réponses à chacun. Et puis suite à la journée, donc on va vous adresser un questionnaire en ligne. Et l'idée, ça serait de prendre 10 minutes pour le remplir parce que ça va vraiment nous permettre de comprendre aussi comment on peut continuer par la suite pour essayer de redéployer des projets qui, j'espère, comme aujourd'hui, vous ont intéressé. Et c'est ce qu'on a pu constater, en tout cas, à travers du nombre d'inscrits et des participants. Donc, je vous remercie encore. Et puis, au plaisir.